commencer avec Maude, l'intervention de Maude. Maude est chercheuse fédéresse en philosophie à l'Université de Liège. Elle travaille dans le champ de l'esthétique contemporaine et de la théorie de l'image. Elle a publié un ouvrage monographique sur l'iconologie qui s'intitule Origine et survivance des symboles Warburg-Kasirev-Panofsky en 2014. Et elle va publier cette année une anthologie de textes sur la théorie de l'image allemande contemporaine, dont je me réjouis beaucoup, déjà Maud, aux éditions Mimesis. Des recherches plus récentes l'ont amenée à travailler sur des questions de poétique de l'histoire. Elle va intervenir aujourd'hui sur ce dernier sujet, poétique de l'histoire et écriture neutre, Blanchot, Michelet, Michon. Maude, je te passe la parole. Merci mille fois, Laura. Vous m'entendez bien? Merci à Agnès aussi pour l'invitation et l'organisation de la journée. J'aurais peut-être dû prendre mes lunettes de soleil, je suis un peu mal placée, c'est trop tard pour me déplacer, mais bon, voilà. Ça mettrait un peu d'été dans notre hiver. Moi, je voulais donc commencer par expliquer en 2 mots ce que j'entends par poétique de l'histoire. Je ne suis pas historienne, contrairement à beaucoup d'entre vous, mais je suis intéressée, disons, par des questions d'esthétique littéraire. Le savoir historique, selon une hypothèse défendue par Rancière dans Les Noms de l'histoire, que je vais résumer très vite, le savoir historique en tant que savoir précisément, donc en tant que discours spécifique avec des ambitions conséquentes, s'inscrit dans un rapport toujours complexe avec la production narrative de type littéraire. Exprimer sur un mode plus direct, écrire l'histoire et raconter des histoires sont 2 manières de prendre la parole ou d'écrire qui ne cessent de composer l'une avec l'autre, de s'attirer et ou de se repousser. Du coup, faire de la poétique de l'histoire, au sens de Rancière en tout cas, implique d'observer comment les historiens s'arrangent et parfois se débattent avec une certaine prétention littéraire. Et parallèlement, c'est plutôt ce que je ferai aujourd'hui, d'observer comment certains écrivains laissent traverser leur écriture par un désir de savoir sur le passé, par un désir de savoir sur les hommes du passé, sur leurs actions, sur leurs paroles. Aujourd'hui, donc, j'aimerais essayer de faire quelques propositions sur la manière dont la littérature, et je parlerai en particulier de l'écrivain contemporain Pierre Michon, la manière donc dont la littérature peut prendre en charge un certain savoir des temps passés, notamment en construisant un espace pour ce qu'on appellera des réalités fantomatiques, c'est-à-dire des absences qui marquent, mais aussi des éléments du passé qui, précisément, ne passent pas, qui créent des résistances. Or, il y a un concept de Maurice Blanchot qui peut nous intéresser pour essayer de penser ces affaires-là, et c'est le concept de neutre. Concept qui désigne un pouvoir très précis de la littérature, qui est un pouvoir de suspension des positions d'existence, disons pour faire simple, un pouvoir qui installe un rapport dissident au réel. Ce que Blanchot appelle le neutre, c'est donc un pouvoir qu'aurait la littérature de suspendre les positions d'existence de ce dont elle parle, pour introduire du trouble, non pas pour tout faire flotter, mais pour produire des effets qu'il faudra essayer de décrire. Et ce travail du neutre, si on le transposait à des récits de nature historique, ce que Blanchot ne fait pas directement, mais c'est ma tentative propre, si vous voulez, ce travail du neutre pourrait aider à saisir comment la littérature fabrique des réalités fantomatiques, des réalités dont on ne sait pas si elles existent ou non, si elles n'ont jamais existé, si elles n'existent plus, ou existent encore, toujours, ou auraient pu exister, etc., etc. On ne sait pas si on peut et comment on peut poser dans l'existence ce dont on parle. Alors, ce concept de neutre chez Blanchot, comme vous l'anticipez peut-être, mais je vais essayer de ne pas faire trop de philosophie technique en tout cas, ce concept de neutre, il doit beaucoup à l'époqué, ce fameux mouvement de suspension que Husserl mettait au cœur de la méthode phénoménologique et qui définit aussi pour lui l'attitude esthétique. L'artiste
est présenté par Husserl comme capable de neutraliser les positions d'existence. Comme le phénoménologue, l'artiste met hors circuit toute prise de position existentielle par l'intellect. Pour l'artiste, donc, et aussi pour l'écrivain et pour le philosophe, en tant qu'ils sont requis par des expériences singulières, en tant qu'ils sont pris par des expériences singulières, voire même en tant qu'ils sont contraints par certaines expériences singulières, par exemple de création ou de pensée, l'existence du monde est indifférente. Dans les idées, Husserl montre comment l'œuvre d'art suppose une modification de neutralité de la conscience. L'objet d'art ne s'offre ni comme étant, ni comme n'étant pas, autrement dit, on ne peut pas le poser dans l'existence. Qu'est-ce que Husserl veut dire? Il veut dire qu'au contact d'une œuvre d'art, l'enjeu n'est pas de se poser la question de l'être. La conscience esthétique, elle se définit par l'absence de questions à l'égard de l'être ou du non-être. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on nie l'existence dans le réel de ce qu'on perçoit dans la représentation, qu'elle soit picturale ou littéraire. Simplement, on ne se pose pas la question. Si on niait, si on doutait, si on supposait la non-existence, on garderait, dit Husserl, une action positive dans le négatum, puisque la négation maintient avec l'objet un rapport de croyance ou de jugement quant à sa possibilité et à sa vraisemblance, au sens justement où sa possibilité ou sa vraisemblance sont niées. Pour Husserl, la neutralisation est tout autre. Elle bloque toute modalité doxique. La question de l'existence est mise hors jeu. Mais il ne s'agit pas pour autant d'une contemplation désintéressée. Blanchot cherche vraiment un autre type d'expérience, un type d'expérience plus radical et plus urgent. Pour lui, l'impression du neutre doit se comprendre comme une hantise. Le lecteur est hanté. Son état n'est ni un état de contemplation, ni un état de distraction, ou un état de mise à distance tranquille et indifférente du réel. Chez Blanchot, le travail du neutre plonge l'intellect dans l'inconfort ou dans l'étrangeté radicale, qui peut même générer de l'angoisse. Le neutre est toujours quelque chose qui inquiète. Il empêche toute prise de pouvoir sur le monde par l'homme de la maîtrise, par l'homme qui, légitimement bien sûr, a besoin de viser les choses en tant qu'elles existent ou non. Le neutre est donc ce par quoi on est nécessairement hanté, donc envahi, plutôt que séduit. Hanté pour la raison qu'on ne sait pas si ce qui est reflété du réel existe ou non, et que ce n'est même plus la question qu'on se pose. On a perdu les prises sur le réel. Par exemple, on ne sait pas ce que sont ces personnages spectraux auxquels la littérature nous confronte, s'ils existent ou non, s'ils sont morts ou vivants, s'ils sont présents ou absents. Et non seulement on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir, dit-il, mais on est comme arraché à notre besoin de croire ou de ne pas croire, c'est-à-dire à notre besoin de fixer les choses dans l'existence. Ce qui m'intéresse en premier lieu dans le neutre, c'est le rapport à la mort et aux fantômes. Et on pourrait dire d'une certaine manière que Blanchot ne parle que de ça quand il parle du neutre. Et j'avais envie d'essayer d'interroger à partir de là les moyens donc qu'offre le neutre aux récits qui entendent nous dire quelque chose sur l'histoire. Précisément quand l'histoire savante cherche les moyens de placer les événements dans des régimes de vérité et de détermination, une écriture au neutre permettrait alors d'autres explorations. Et ça me semble intéressant de transférer cette question du neutre dans le champ de la poétique de l'histoire, dans le champ de l'écriture de l'histoire, même si, encore une fois, Blanchot ne le fait pas lui-même. Car le travail du neutre n'est pas, comme je le disais, une sorte d'attachement gratuit au flottement ou au trouble, un attachement littéraire à l'indétermination littéraire. Le travail du neutre n'est pas exempt d'urgence et même d'une certaine urgence politique. C'est pas facile à voir comme ça abstraitement, et c'est vite dit, mais il me semble que l'écrivain français Pierre Michon offre un beau cas d'analyse de ces questions. Les questions, c'est donc, je les répète encore une fois, quel intérêt y aurait-il à parler de l'histoire au neutre, c'est-à-dire à parler en termes
qui ne relèvent pas de la possibilité d'existence, qui éludent un certain rapport à l'être. Quel intérêt y aurait-il donc pour des récits historiques à passer en quelque sorte sous la question de la vérité et même parfois sous la question de la vraisemblance pour poser à l'histoire, pour adresser à l'histoire d'autres questions, par exemple des questions que les documents légitimes et attestés ne permettent pas de poser. Alors, je vais parler un tout petit peu de l'historien du 19e siècle, Jules Michelet, pour dire des choses qui sont très banales et que vous savez, à savoir que c'est quelqu'un qui a essayé, dans tous ses récits historiques, d'engager un dialogue avec les morts, comme beaucoup d'écrivains du spirituel républicain, pour reprendre une expression de Julien Pasteur dans Les Hérités contrariés. Blanchot apporterait en ce sens-là une réponse à certains problèmes de poétique de l'histoire. Comment trouver une écriture qui prenne en compte les fantômes de l'histoire? Comment écrire pour eux? Comment écrire avec eux? Comment prendre en charge ceux dont la présence hante l'histoire alors même qu'ils sont censés avoir disparu? Les réalités fantomatiques, par nature pourrait-on dire, échappent à toute prise doxique. On ne peut avoir aucune certitude sur le fait qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas ou qu'ils n'existent plus, non pas qu'on ne sache pas s'ils sont réels, au même titre que les licornes par exemple, mais plutôt que leur réalité tient à cette incertitude sur leur existence. Ils sont entre la vie et la mort, pas tout à fait passés, plus tout à fait en vie non plus, ils insistent depuis leur mort, ils sont présents depuis ce point de disparition non accompli. Les fantômes de l'histoire, ce seraient donc ces entités contradictoires, ces êtres à la fois morts et repoussés par la mort, pour reprendre une expression de Blanchot dans Thomas l'Obscur. Passé est toujours là, ces entités contradictoires que la littérature, me semble-t-il, n'a pas peur de prendre en charge. Pierre Michon, qui dit avoir été fasciné par le moment de la terreur depuis qu'il est enfant, opère à cet égard un coup de génie. Dans son roman Les 11, que vous connaissez peut-être, et sinon pardon, mais je vais spoiler à mort, dans son roman Les 11, Pierre Michon raconte les conditions très précises dans lesquelles le peintre François-Élie Corentin, aussi appelé Tiepolo de la Terreur, aurait reçu commande d'un tableau représentant le comité de salut public qui instaura la politique de grande terreur. Tableau monumental, exposé dans les galeries du Louvre et présentant Saint-Just, Barrère, Couthon et les autres autour de Robespierre. Selon Michon, qu'il répète au moins 30 fois dans son petit récit, Michelet aurait vu, Michelet qui intègre donc le petit roman comme s'il était un de ses personnages déterminants, Michelet aurait vu ce tableau et il y aurait consacré 12 pages dans le 2e chapitre du 16e livre de l'histoire de la Révolution française. Mais en réalité, avec tous les guillemets nécessaires ici à la formule, aucun tableau n'existe sous ce titre, ni au Louvre ni ailleurs, aucun peintre ne porte le nom de François-Élie Corentin et forcément il n'y est fait mention nulle part dans l'œuvre de Michelet, ni du peintre ni du tableau. Alors pourquoi est-ce que Michon a créé un peintre fictif? Alors, bien sûr, on pourrait dire, en première couche, qu'il s'agit de littérature et que la question est par conséquent d'une banalité confondante. Mais on a là une littérature qui s'affronte au réel, qui se mêle sans complexe à l'histoire attestée, ce qui n'est pas en soi tellement plus original d'ailleurs. Sauf qu'il y a comme un jeu de duel entre Michon et Michelet. Plume à plume, en quelque sorte, les deux écrivains se rapportent aux mêmes objets, et en l'occurrence à la même séquence, à la séquence de la terreur. Tous les deux cherchent à dire quelque chose de la terreur. Avant tout, Michon considère que l'histoire, la discipline historique, ne se prive pas elle-même de ses créations fictives, comme lorsqu'elle, je le cite, arrange les dates à sa façon, pour la raison que, je le cite encore, l'après-coup est grand seigneur et a tous les droits, Michelet étant pour lui Monseigneur l'après-coup en personne. Michon travaille donc explicitement, sans alourdir non plus son travail de trop de maquillage, sur une économie alternative du récit historique documenté et de la fable, passant sans prévenir de l'un à l'autre, ou plutôt,
parce que l'opposition n'est intéressante que si elle est interne et que si elle est tendue, adoptant la fable en utilisant les ficelles du récit historique, tout en multipliant les indices qui dévoilent cette manière de procéder, avertissant lui-même le lecteur des opérations de mise en trouble, comme quand il dit par exemple « ce tableau aurait pu ne pas être ». Car pour lui, en réalité, les rapports vrai-fiction sont complexes. Il n'existe pas de littérature qui dit le vrai, comme il n'y a pas de littérature qui invente ou réinvente, c'est la même. Et en quelque sorte, ce sera l'hypothèse que Blanchot permet, en parlant de quelque chose dont l'existence ne peut pas être posée, Michon finalement prend à la lettre l'idée selon laquelle Michelet entretient avec les fantômes une conversation privilégiée, et que cette conversation, qu'on ne peut ni vraiment croire, ni vraiment dénier, constitue en réalité le fait de l'histoire. Et c'est pas rien de dire ça. Et sans doute que ce qu'il se passe d'intéressant avec cette histoire tient précisément au moment où, comme lecteur, on suspend nous-mêmes le réflexe qui consiste à penser que Michon nous a trompés, qui nous a induits en erreur, et qu'on se dit plutôt que l'hypothèse selon laquelle Michelet aurait vu ce tableau n'a pas à être démentie ou attestée ou vérifiée ou interrogée. Les 11, cette peinture qui n'existe pas, ou plutôt cette peinture dont on ne peut attester l'existence, les 11, dit Michon, ne sont pas de la peinture d'histoire, c'est l'histoire. Le Michelet version Michon, c'est que l'histoire réelle nécessite d'aller chercher les fantômes, c'est-à-dire, parce que c'est pas du tout un truc romantique en réalité, c'est-à-dire de s'achoper à la mort non définitive. Raison pour laquelle il écarte celui qu'il considère comme peintre des cadavres, David, pour essayer d'aller retrouver, dans une forme d'inexistence à peine camouflée, le peintre des vivants, Corentin, celui qui a peint ces vivants presque morts et par ailleurs opérateur de la mort, ces vivants voués à la mort au sens fort, c'est-à-dire les membres du comité de salut public. Je cite un extrait de Michon, 2 phrases. « Michelet a compris pourquoi David est au purgatoire des peintres secondaires, ceux qui ne sont rien que peintres, quand Corentin, sous l'aura, trône au zénith. C'est que le marat David n'est qu'un homme mort, un reste de l'histoire, peut-être son cadavre, et les 11 hommes vivants sont l'histoire en acte, au comble de l'acte de terreur et de gloire qui fonde l'histoire, la présence réelle de l'histoire. » Fin de citation. Donc voilà ce qui, pour Michon, manifeste la présence réelle de l'histoire. Un peintre, Corentin Tiepolo de la Terreur, qui n'existe que sous une modalité ontologique impossible. Tiepolo de la Terreur, c'est d'ailleurs un oxymore qui snobe les écarts temporels et les fractures de style. Tiepolo, ce serait plutôt un peintre rococo, un peintre de la fête. Donc, un peintre impossible peint un tableau qui n'existe nulle part, représentant des hommes du passé soucieux d'établir la machine qui permettra de faire passer durablement et donc de livrer à la mort les ennemis de la Révolution. Et cette opération, qui consiste à fréquenter sans cesse des formes de présence absente, n'est pas une opération gratuite. Elle n'a rien d'une jouissance contemplative et désintéressée, et il me semble qu'ici on commence à le percevoir. Ces opérations littéraires très précises chez Michon permettent, je crois, de comprendre en retour que Blanchot, quand il ouvre la littérature au problème du neutre, fait autre chose que de mettre en place une pensée qui se complaît dans l'absence. Michon fait exister dans son texte un espace qui permet d'observer, dans tous leurs détails, y compris dans tous leurs détails les plus cruels d'ailleurs, des réalités fantomatiques, des éléments du passé qui ne passent pas, dont on ignore au fond l'existence, mais qui trouvent là une place que l'histoire conventionnelle néglige et qui produisent néanmoins un certain savoir, si pas un savoir certain. Et la surenchère de détails est éloquente dans ce cas-là, le soin que Michon accorde aux descriptions du tableau. Ce soin du détail, à mon avis, n'est pas seulement une arme de son entourloupe, si vous voulez, du tour qu'il est en train de nous jouer, c'est encore une façon de donner chair, de donner une chair sensible à des dimensions de représentation qui sinon n'auraient pas de place.
car il y a bien un savoir sur lequel on bute, de l'ordre de ce savoir sans vérité que Blanchot évoque dans l'écriture du désastre, ce savoir impersonnel des blancs et des brisures, comme il le dit. La terreur fut une grande entreprise de production de fantômes qui restent sur les bras de leurs héritiers. Tout le problème du 19e est d'en sortir. Et ces fantômes, vraiment, ne sont pas rien. Bien sûr, les adultes peuvent ne pas croire aux fantômes, ne pas croire aux spectres, qui du coup se réfugient dans la littérature dite de fiction. Et pourtant, il y a bien des réalités spectrales, fantomatiques dans l'histoire, et on peut penser par exemple à la figure du roi Louis XVI. La terreur a achevé la figure du tyran, émancipant le peuple du roi. Et c'est une manière de comprendre la présence disparaissante du roi que de laisser apparaître son pouvoir d'insistance. C'est ce que Michelet lui-même fait déjà partout. Comme il le pense, l'histoire de la Révolution française a bien montré en fait qu'en tuant le tyran, on lui permettait aussi de revenir sous d'autres jours et surtout sous d'autres nuits. Vous savez que pour Michelet, Robespierre, par exemple, est une sorte de survivance du roi Louis XVI. Pierre Michon s'accorde à cette idée quand il écrit à propos du pouvoir absolu que s'était donné à lui-même le Comité de salut public, je le cite, « Et notez avec soin, monsieur, que ce pouvoir était un pouvoir fantôme, qui n'existait pas en somme, puisque la place de l'exécutif qu'il tenait en haut de la pyramide des pouvoirs n'existait plus, avait été abolie comme reliquat de la place exécrable du tyran. Ce pouvoir n'existait pas, mais pourtant, de sa voix fantôme, il réclamait, obtenait et faisait tomber 40 têtes par jour. » Fin de citation. Les 11, c'est donc un récit qui mélange histoire et fiction, incontestablement. Les 11, c'est un récit où Michon déploie une incroyable puissance d'évocation, de finesse dans la construction des tableaux, qui est aussi une puissance d'invocation au sens fort, au sens d'appeler les esprits. Mais c'est aussi un récit qui regorge d'indices qui nous mettent sur la piste de savoir alternatifs à propos de la terreur. Car dans tout ça, il y a bien des indices réels. Géricault, par exemple, est cité pas moins de 8 fois dans le chapitre conclusif de Les 11. Et Michon, dans un entretien, a expliqué qu'il s'était inspiré d'un texte de Michelet sur Géricault. Ce sont les leçons que Michelet a consacrées à Géricault au Collège de France. Plusieurs éléments de ces leçons se retrouvent dans Les 11, mais de manière éclatée, par petites touches et micro-détails. Dans le dernier chapitre du livre, Michon évoque une esquisse à l'huile qui aurait été peinte par Géricault, une esquisse qui ne se trouve pas au Louvre, mais dans un musée à Montargis et qui s'intitule « Corentin en Ventose reçoit l'ordre de peindre les 11 ». Michon fait d'ailleurs correspondre la date de la visite de ce musée par Michelet, en février 1846, avec les dates précises de ces 2 leçons consacrées à Géricault et présentées au Collège de France les 5 et 12 février 1846. Il s'agit, selon Michon, ça devait arriver, d'un tableau à peine ébauché, avec de grands pans de blanc, et cette esquisse aurait, selon lui, inspiré à Michelet 12 pages dans l'histoire de la Révolution française, ces 12 pages qui auront dressé le tableau, les 11, devant la tradition historiographique pour les siècles des siècles, dit-il. Or, il s'agit d'une esquisse qui ne représente pas le tableau, mais qui représente la scène de commande de ce tableau, donc la situation dans laquelle se trouvait Corentin le peintre au moment où on lui passe commande. Michelet lui-même, selon Michon, et c'est là que ça devient très drôle, en fait Michon dénonce Michelet, hein, l'entourloupe serait chez lui, Michelet aurait été floué, emporté dans l'erreur, et je rappelle que le neutre pour Blanchot, c'est une de ses définitions, c'est aussi le pouvoir, la puissance de l'erreur. Michelet, emporté dans l'erreur, appuyant son analyse immémoriale sur le souvenir d'une esquisse de Géricault qu'il aurait vue, entraînant son lecteur dans une mise en scène totalement fabriquée, il y a donc tout un jeu entre ce qui a été vu et ce qui est fantasmé à partir de là, un jeu de croisement et de renforcement entre le réel, le pictural et le littéraire qui le déploie, un jeu que Michon dénonce chez Michelet, mais en le redoublant, ce jeu, dans son propre récit, puisqu'il est inutile de dire que cette esquisse n'existe pas non plus. Je vous cite un extrait de Michon.
les 12 pages de Michelet sur les 11, dans le chapitre 3 du 16e livre de l'histoire de la Révolution française. Alors moi, mon premier réflexe, quand je lisais les 11, c'était d'aller voir directement chez Michelet, et je ne trouvais pas, et je me disais, mais je ne comprends pas, c'est des pages qui parlent de Robespierre, il n'y a pas de tableau, puis j'allais voir sur Wikipédia qui était ce fameux Corentin, je ne le trouvais pas non plus, etc. Je reprends. Donc ces 12 pages de Michelet, dit Michon, ces 12 pages extraordinaires, ce roman, a été pris pour argent comptant par toute la tradition historiographique. Il traîne partout et est diversement traité par toutes les chapelles qui ont commenté, vilipendé ou célébré la terreur. Et qu'ils la vilipendent ou la célèbrent, tous ces historiens, et à leur suite le peuple lettré qui les lit, et plus bas encore le peuple en sabots qui en entend vaguement parler, moi-même, monsieur, dans mon petit bavardage, tous, en dépit de nos opinions variées qui sont des divergences de détails, tous nous voyons à l'origine matérielle du grand tableau du Louvre, la nuit de Nivose ou de Ventose dans Saint-Nicolas. Tous, nous embrassons du coin de l'œil l'or et les eaux. Nous sommes sous le charme de la lanterne carrée, évidemment, la lanterne de corne. Nous entendons les chevaux, et si nous sommes romanesques, nous entendons les cloches aussi. Mais au départ, c'est du Michelet. Et comme ça nous vient de Michelet, c'est l'âme de Michelet qui parle en nous. Cela semble donc sortir d'un tableau de Caravage et non pas de Tiepolo. Fin de citation. Michon montre ce que Michelet a vu et qu'il ajoute, transfère ou falsifie dans sa description, y intégrant toutes sortes de choses qu'effectivement il a vues, se construisant pour lui-même à partir d'autres tableaux et dans son imaginaire une représentation précise de la scène de commande. Les visages nocturnes, la table de chêne, le vin, les chevaux. Michon dit « Nous voulons bien croire à la rigueur qu'il a vu en 1846 les chevaux dans la nef de 1793. » Je cite encore Michon, mais quand il transpose telle quelle cette scène de la commande dans le tableau proprement dit des 11, là, nous ne pouvons plus le suivre. Cette phrase est donc très drôle, vous voyez bien, Michon reproche à Michelet d'introduire dans sa description de la confusion, en inventant des éléments, en bricolant avec des images, en ajoutant à la scène des objets qu'il aurait vus ailleurs, en écrasant l'un sur l'autre des moments pourtant distants l'un de l'autre, etc., etc. Ce qui est habile là-dedans, c'est que Michon surjoue la critique commune, la critique partagée, qui est constamment adressée à Michelet par l'histoire objective, l'histoire à prétention scientifique. Et non seulement il la surjoue en disant « Regardez, il n'est pas du tout fiable », mais il l'endosse implicitement pour lui-même en la rendant par là encore plus délirante. Mais ce qui est intéressant pour la suite, c'est que Michon cherche des hypothèses qui pourraient expliquer la confusion de Michelet. Pourquoi, se demande-t-il, pourquoi Michelet s'est-il laissé enivrer, laissé emporter par sa propre fable qui l'enfourche sans embâge? Et là, alors même qu'il parle d'un tableau imaginaire, Michon offre pourtant des éléments qui sont des éléments intéressants. Il dit notamment « Michelet peut-être n'avait pas revu le tableau depuis longtemps. Ce tableau, on le sait, l'effrayait. Il se souvenait trop du choc que lui avait causé la première vision. Il l'évitait autant qu'il était en lui. Le louait et le détestait, l'idolâtrait de loin. » Fin de citation. On sent bien que Michon va inscrire la lecture de ce tableau dans le champ de la croyance. Michon va faire de ce tableau une scène, avec un C, truquée par Michelet. Je le cite encore une fois. Et certainement que Michelet, dit-il, dans le premier choc que lui causa le tableau, il a cru s'évanouir, écrit-il, et on veut bien le croire, il y a un peu de Proust qui vient se glisser là, a eu sur le champ la révélation dont il tirera plus tard la célèbre exégèse qui tient en 12 pages. Il y a vu une scène laïque, peut-être la première scène laïque, précise-t-il, celle où bravement on sacrifie encore le pain et le vin en l'absence du Christ, malgré cette absence, par-dessus cette absence, car on est devenu plus fort que cette absence. Il a vu, et bien vu, que c'était une véritable scène, avec un C, c'est-à-dire en 11 hommes séparés, une âme collective et non une collection d'hommes. Fin de citation. Pourquoi une scène truquée alors? L'hypothèse de Michon, et elle me paraît très forte, elle nous fait comprendre quelque chose de Michelet et de son rapport à la terreur,
elle dit quelque chose du rapport de Michelet à la terreur, elle fabrique du savoir, donc. L'hypothèse de Michon est de dire que l'invention de ce tableau par Michelet, sa falsification, traduit son malaise. Si Michelet fait de cette scène de commande une scène avec un C, un épisode biblique de partage, c'est précisément que quelque chose lui échappe, que quelque chose ne tourne pas rond, sur quoi il bute. Il y a quelque chose à quoi il ne croit pas lui-même dans l'événement de la terreur. Michelet veut faire des membres du comité de salut public des apôtres parce qu'il sent qu'ils prétendent à être plus que ce qu'ils sont. Et Michon le dit tel quel, ce sera ma citation presque conclusive. Bien sûr, mais c'est une autre histoire, Michelet déteste ce tableau autant qu'il l'admire, parce que c'est une scène truquée, et non pas truquée par l'absence du Christ, dont il se souciait peu et même qu'il l'enchantait, non, truquée parce que l'âme collective qu'on y voit, ce n'est pas le peuple, l'âme ineffable de 1789. C'est le retour du tyran global qui se donne pour le peuple. Pas 11 apôtres, 11 papes. Peu importe. Dans le grand vent de lumière qui, au Louvre, vers 1820, fit chanceler Michelet, le jeune homme pâle et frémissant sous sa chevelure pour peu de temps noire, il y a ceci encore. Michelet, qui a toujours dit et pensé que la vraie peinture d'histoire n'était telle que lorsqu'elle s'efforçait de ne pas représenter l'histoire, Michelet s'est vu ici démenti. Et il l'avoue noir sur blanc. Les 11 ne sont pas de la peinture d'histoire, c'est l'histoire. Fin de citation. L'histoire donc, et je m'arrête là, l'histoire donc, elle se tient là, dans le neutre, sous le coup du neutre, là où il n'y a rien de tangible. Pour la raison sans doute que la terreur est aux yeux de Michelet le règne de l'arbitraire, le hors-justice, le hors-maîtrise, le hors-légitimité, et pour Michon, l'événement qui appelle la littérature. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions? Karl, oui. Oui, excusez-moi de prendre à nouveau l'entame d'une discussion, mais d'abord pour te remercier évidemment, Maud, hein, de cette intervention qui, comme chacune des tiennes, me renvoie, moi, à ma propre condition d'historien. Et ça me fait frémir à la fois d'aise tout en me donnant le vertige. Mais une des réflexions qui me vient, enfin c'est absolument passionnant évidemment, une des réflexions qui me vient, c'est que tu noues après Rancière et avec Blanchot en quelque sorte les relations nécessaires qui s'instaurent entre l'écriture de l'histoire et la littérature, hein, qui fonctionnent en quelque sorte dans des sens multiples. Et dans ce livre magnifique de Michon, au fond, l'objet sur lequel s'exerce cette transaction entre histoire et littérature, c'est un tableau. Un tableau dont tu as décrit toutes les modalités d'existence ou de non-existence. Je me disais, en t'écoutant, est-ce que le tableau ou l'image ou la figure, que sais-je, pour emprunter modestement le vocabulaire du GMK, est-ce que le tableau ici n'est pas seulement l'objet de ces transactions, mais plus encore, n'en est-ce pas l'opérateur en quelque sorte? Est-ce que l'image en quelque sorte, ou le visuel au sens le plus large du terme, n'est pas par excellence cet opérateur de transaction entre écriture de l'histoire, si je me fais bien comprendre, et littérature? Est-ce que ce n'est pas par le biais, par la grâce en quelque sorte du tableau, quelles qu'en soient les modalités, que se joue et où se noue en quelque sorte le neutre dont tu parles et que tu augmentes en quelque sorte en faisant cette interprétation-là? Comme si au fond on renouait là avec cette vieille conception de l'imagination, hein, au sens presque concret du terme, qui faisait de l'image quelque chose de bien plus vaste que le tableau. Oui. Attends, hein, j'écris juste un petit truc. Oui, merci pour cette question. En fait, c'est exactement ça.
Et c'est en réalité le cadre à partir duquel je me suis mise à m'intéresser à ces trucs et à Michelet, et au fond, à des questions de poétique de l'histoire. Ici, si tu veux, la réflexion plus générale dans laquelle s'inscrit ce petit morceau de réflexion que je vous ai présenté, c'est une réflexion sur le faire tableau révolutionnaire. Le faire tableau dans la séquence de la Révolution française. La première chose sur quoi j'ai commencé à travailler, c'était l'idée que j'avais envie d'essayer de restaurer une sorte de mise en série entre des tableaux picturaux, donc des images matérielles, des tableaux littéraires, comme ceux que construit Michelet dans son Histoire de la Révolution française. Il y a quelque chose d'éminemment visuel, en fait, dans sa manière de traiter les scènes. Il fabrique des tableaux, et pour certains, des tableaux qui ont imprégné, disons, l'imaginaire de la Révolution française assez durablement. Et puis, des tableaux imaginaires ou des tableaux fantasmés, en réalité. Des tableaux qui n'existent pas, mais qui, d'une certaine façon, auraient dû exister. Et la question est de savoir à quel endroit est-ce qu'ils peuvent être pris en charge, ces tableaux qui n'existent pas, au sens de ces images dont on aurait eu besoin, mais qu'on ne trouve pas. Et la séquence de la Révolution française, elle est très étonnante pour ça, parce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, il n'y a pas de peintre, en tout cas, c'est l'hypothèse, c'est l'argument des leçons sur Géricault que Michelet présente au Collège de France. Ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il n'y a pas de peintre de la Révolution française. D'ailleurs, il va choisir de manière très anachronique, et c'est singulier parce que Géricault est son contemporain à lui. C'est-à-dire, c'est le contemporain de Michelet, ce n'est pas le contemporain de l'histoire de la Révolution française. Géricault, il est né dans les années 90, je crois, 1790. Donc Michelet dit, il n'y a pas de peintre de la Révolution française. D'une certaine manière, David, qui est celui que l'histoire a retenu, ou que la France a retenu comme étant le grand peintre, bon, il a raté son coup, parce qu'en réalité, il ne peint pas le peuple, et quand il peint un tableau, c'est à peine, à pas pour peut-être le serment du jeu de paume, mais c'est à peine si on comprend qu'en réalité, il était pris dans les événements. Et David était pris comme personne, puisqu'il était lui-même aussi un homme politique et organisateur d'ailleurs des fêtes révolutionnaires dans les années 90. Donc il y a une sorte de vide, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation en image de cette période. Et Michon, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a lu Michelet, il a lu les leçons sur Géricault, et il se dit, il y a un vide, je vais m'y glisser, c'est-à-dire je vais inventer un peintre qui vient en quelque sorte résoudre ce manque, ou ce problème qui fait que notre imaginaire de la Révolution a des failles en quelque sorte. Et donc il se glisse là-dedans et il invente, par les moyens de la littérature, un tableau qui vient combler en quelque sorte ce. Mais donc, je ne réponds pas directement à ton commentaire, mais je ne peux qu'acquiescer. C'est ce qui m'intéresse en premier, c'est la question du faire tableau. Et surtout, comment s'articulent entre eux les tableaux littéraires et les tableaux picturaux. Notamment chez Michelet, il y a un déni, il y a un rejet très violent en fait de David, qui m'a fait penser à certains moments. Il y a des passages, il y a notamment une note dans l'histoire de la Révolution française très cruelle à l'égard de David, et sans doute injuste pour une part, mais qui m'a fait penser à un moment qu'il y avait une sorte de rivalité, en fait, qu'on pourrait analyser comme telle, de rivalité directe entre Michelet et David. Comme si Michelet voulait lui-même être un peintre de la Révolution, en quelque sorte. Et cette rivalité, je pense, se perçoit et en fait se traduit dans la manière dont il fait récit. Et très souvent, il fait récit comme un peintre. Et donc, c'est tout ce jeu en fait de rivalité et d'opposition ou de prétention à faire tableau que j'ai envie d'essayer d'étudier entre littérature, histoire et peinture, en fait. Vas-y, hein, Ralph. Moi, je te vois en tout cas. Je ne sais pas, Laura, je peux poser ma question? Oui, ok, voilà. Merci Maude, c'était vraiment passionnant. Puis tu m'as fait découvrir ce texte de Pierre Michon, je vais y précipiter, qui m'apparaît vraiment être pour prolonger la réflexion question de Karl, qui m'apparaît être vraiment une méditation profonde sur un vieux genre de la littérature artistique, l'ekphrasis.
hein, et sa puissance de visibilité, l'énargeia, très présente dans la rhétorique. Et c'est vrai que l'histoire de l'art est tapissée d'œuvres qui n'ont jamais existé, et qui interrogent le rapport à une réalité, elle aussi inexistante, potentiellement inexistante. Donc, je trouvais ça très, très éclairant et vraiment passionnant. Et du coup, en t'écoutant, j'ai l'impression que, et pour aussi revenir à la question de Karl, que finalement, c'est le statut de toute représentation, picturale ou autre, comme le disait Pascal, c'est de porter absence et présence à la fois. Mais alors ma question porte plutôt sur, la dimension terreur, sur l'infigurabilité, de cet événement, et à la limite, tu as déjà répondu en partie lors de ta réponse à Karl. Donc, mais j'aimerais bien quand même revenir sur cette question-là parce qu'elle me semble être, assez centrale. Créer une représentation de ce qui est irreprésentable. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre qui crée donc aussi une indétermination entre absence et présence? Est-ce que, il me semble que tu as dit plutôt plus ou moins ça, mais peut-être que je t'ai mal compris. Si tu peux revenir sur ce point-là? Oui, oui. Juste avant, je réagis juste sur Michon, parce que vraiment, si vous le connaissez peu, je vous envie presque, c'est une découverte incroyable. Michon, en fait, a été très marqué, parce que tu parlais de l'exphrasis, il a beaucoup écrit sur la peinture, en fait, notamment dans un petit livre qui s'appelle Maître et serviteur, et que je vous recommande, parce que c'est vraiment magnifique. Il dit lui-même avoir été inspiré par le format des vies au sens de Vasari. Et donc, il écrit des vies, des textes très courts, très, très, très denses, en fait, et très, très beaux, au fond très poétiques. Il écrit des vies de peintres, mais en se posant la question du rapport de la peinture au pouvoir et de la prise de pouvoir. Dans Maître et serviteur, c'est génial. Il écrit par exemple la vie d'un petit peintre secondaire dont Vasari là, parle vraiment dans les vies, je crois. Enfin, je suis sûre, parce que là, pour le coup, je suis allée vérifier. Mais un peintre secondaire qui était le disciple de Piero della Francesca et à qui un jour on vient demander un tableau en échange d'un cochon. Enfin, il y a toutes sortes d'histoires qui sont vraiment fascinantes si on aime la peinture, fascinantes à lire. Et alors sur la question de la terreur, je pense que le cœur du truc, à part que la terreur est quand même une machine qui était vouée à faire disparaître, en réalité, c'est une machine de mort, une machine vouée à faire disparaître. Et je pense que ce que j'ai le plus travaillé au fond chez Michelet, c'est le moment de la mort du roi, qui est un moment hyper important pour la question de la représentation, et le moment où il fait comprendre en fait que la mort du roi, c'est la production d'un fantôme. C'est-à-dire que, en analysant notamment les affects de pitié chez les femmes, la manière dont les femmes sont prises et reprises en quelque sorte d'affection naturelle pour la personne du roi, pour la figure du roi, c'est qu'au fond, ce qui pose problème à Michelet, c'est qu'à partir du moment où le sang a commencé à couler, d'une certaine manière, on l'a ramené à la vie. Et c'est un problème politique, au fond, pour lui en tant que républicain, c'est-à-dire ce qu'on ramenait à la vie, c'était la royauté, c'était la possibilité d'une figure tyrannique. Donc, le moment de l'exécution du roi, qui est un moment très tendu en fait chez Michelet, et un moment de grande maîtrise justement du point de vue de l'écriture et de la poétique. Il s'agit de ne pas faire trop pitié au lecteur, il s'agit d'une certaine manière de ne pas trop en parler non plus, parce que s'il en parle trop, d'une certaine manière, il contribue. Au fond, il faut faire de cette mort du roi une mort définitive. Ça, c'est son travail en tant qu'historien. Et c'est un travail archi compliqué, hyper tendu, et il nous expose pourquoi c'est un travail très tendu, précisément parce que quand on l'achève, et en l'occurrence quand on fait couler son sang, d'une certaine manière, on le rend vivant. Donc la figure du roi, c'est le premier fantôme, si tu veux, avec lequel il faut traiter. C'est le problème de la présence absente. C'est celui qu'on veut éliminer et qu'on rend vivant en même temps qu'on veut l'éliminer. Et donc, le tableau de l'exécution du roi, c'est un tableau hyper compliqué. Michelet dit lui-même, il y en a peu, il n'y a presque rien. Et quand il y a des tableaux, ce n'est pas ceux qui ont été reconnus. Et lui-même, en tant qu'écrivain, historien, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que j'en parle, mais que j'en parle sans émotion, ou alors que je la canalise, ou en tout cas que je la mette de côté, que je l'étouffe. Alors est-ce que je ne vais pas en parler trop? Comment je fais pour en parler un peu, etc., etc. Donc lui-même se débat en fait avec cette figure spectrale qu'il pense contribuer à créer, en tout cas et à renforcer, s'il fait le récit de son exécution.
Donc oui, il y a un truc très, très tendu par rapport à ça, et très tendu par rapport à la représentation, justement. Est-ce qu'on représente? Jusqu'où on va dans la représentation? Est-ce qu'au contraire, on étouffe? Par exemple, David, le peintre de la Révolution, qui n'est pas un peintre de la Révolution selon Michelet, il n'a presque jamais peint le roi. Et il n'a pas peint non plus la reine. C'est-à-dire, il fait une sorte de petit dessin que vous avez peut-être déjà vu, une sorte d'esquisse satirique, très vite fait quand il la voit passer sur sa charrette pour aller pour aller à la guillotine. Donc précisément, on sent qu'alors même qu'il a tous les moyens, qu'il est le peintre officiel de ce moment, et qui a peint Marat, et qui a peint Le Pelletier, les figures héroïques de la Révolution, on sent qu'il y a une sorte d'interdiction en réalité de représenter la mort, de représenter la reine, et en particulier au moment où... c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut négliger. Et Michelet, il est pris là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je néglige en le disant. Évidemment, il ne l'exprime pas comme ça, là je traduis de manière un peu grossière, mais on sent cette tension par rapport à la représentation, et donc aussi cette très grande considération pour les représentations. Les représentations sont pas rien, elles font quelque chose, elles fixent des choses. Voilà, je ne réponds pas exactement, mais merci Maud, merci. Merci pour cette question. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Je veux juste ajouter une toute petite chose. C'est juste pour faire un lien. J'ai trouvé, bon, c'était passionnant, vraiment. Donc, je vais me précipiter aussi sur le livre de Michon que je ne connais pas, qui est un auteur en fait que je n'ai jamais lu, donc c'est l'occasion de le découvrir. Mais en fait, tu as dans toute ton introduction où tu expliquais, finalement le neutre de Blanchot avec Michon et Michelet. Je repensais en fait à des discussions que j'ai eues ces derniers temps avec Silvia Mostaccio, qui est là quelque part dans la foule, si je puis dire, des vignettes, sur cette question qui m'avait beaucoup frappée dans une discussion avec elle. Comment faire parler, enfin, quelles sources on utilise en histoire pour des communautés, finalement, des groupes de personnes qui n'ont pas de source, mais qui pourtant ont existé. Oui, voilà, Sylvia. Et je trouvais que la proposition que tu fais, Maud, elle est vraiment... voilà, ce que tu évoquais pourrait servir d'une... Enfin, je ne sais pas exactement comment et très concrètement, mais bon, en tout cas, de début de piste de réponse sur cette manière de sortir d'une sorte d'impasse liée à la recherche de la source toujours objective, quoi. Voilà, enfin de la source tangible, concrète. Voilà, mais je trouve que cette idée du fantôme, voilà, de la hantise, du spectre est extrêmement féconde. Donc, je voulais te remercier pour avoir apporté cet élément de réflexion important, je trouve, ici, et vraiment transdisciplinaire. Merci Agnès. Merci Agnès, merci Maud. Est-ce que j'aimerais aussi poser une petite question très courte à Maud. Je pensais en t'écoutant si tout ce champ de travail qui s'ouvre autour du trauma, du traumatisme, de la mémoire traumatique, la mémoire collective traumatique, est-ce que cela pourrait apporter quelque chose de plus à ce que tu nous as présenté, à ta question? Je me demande ça parce que effectivement, en écoutant ton intervention, Maud, il m'a semblé que la littérature, et le commentaire que tu as fait autour du récit de Michon, après toutes ces interférences entre Michaud et Michelet, puis Blanchot, avec toute cette question de la présence fantomatique, ça m'a semblé que ça décrivait avec les moyens de la littérature et les moyens de l'image le mécanisme d'une mémoire traumatique, d'une mémoire traumatisée. Parce que cette mémoire traumatisée, ça aussi, ça produit des fantômes. Et ça aussi,
pose beaucoup de problèmes dans la façon dont on peut l'accueillir, comment en sortir, comment en guérir de ce fantôme-là. Puisque oui, comme tu disais, donc il y a un moment, la mort du roi, ça permet le surgissement, l'émergence du fantôme. Après, je me demande, on peut ça pousser un peu plus loin et se dire comment faire après de se guérir de ce fantôme pour surmonter une histoire traumatique. Oui, merci, c'est hyper intéressant. J'ai pas d'idée toute faite, mais ça résonne directement avec le fait que quand même Michon parle beaucoup du fait que Michelet a été choqué en fait quand il décrit le rapport à cette esquisse de Géricault qu'il aurait vu dans le musée de je sais plus quoi, qu'il dit il a eu besoin à la fois de le tenir à distance tout en étant... Et on sent qu'il décrit peut-être une forme de trauma, en tout cas qu'il décrit quelque chose du rapport de Michelet au moment de la terreur. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, et ça fait écho aussi avec ce qu'Agnès disait, j'avais pas de réaction tout de suite, mais j'y pensais en même temps que j'entendais Laura, c'est le fait de prendre au sérieux, au fond, prendre au sérieux l'existence de quelque chose dont on ne sait rien. Et se dire, au fond, c'est ce que Michon fait, il dit plein de fois dans son texte, Michelet a vu ça, il a vu ça, il a vu ça, et il a vu ça, il a vu... Et à force, je pense qu'il commence à se passer quelque chose d'intéressant au moment où on se dit, bah oui, au fond, Michelet a vu ça. Et il n'y a pas à se poser la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est ce qu'il a vu. Et je me dis comme ça intuitivement que la mémoire traumatique, ou se rapporter à la mémoire traumatique d'un événement, ça pourrait être aussi prendre au sérieux l'idée selon laquelle ces images traînent pour du vrai dans l'imaginaire de certaines personnes et même dans l'imaginaire collectif, et que donc, pour cette raison-là, elles ont une forme de réalité. Elles ont une forme de réalité sans avoir pour autant une position déterminée dans l'existence. Donc oui, c'est vrai que ça pourrait être une manière de prolonger intéressante. Ouais. Merci. Oui, Ingrid. Oui, très brièvement, juste un tout petit commentaire pour rebondir sur cette notion de mémoire traumatique et ces images. Ça me fait penser en fait à un domaine de la photographie contemporaine qu'on appelle l'aftermath photography, en fait, qui est assez intéressante, et notamment, je pense au travail de deux photographes dont certaines personnes parleraient certainement mieux que moi, mais Peter Hugo et Eva Leithoff, en fait, qui ont photographié Peter Hugo les lieux en fait, du génocide du Rwanda en 94, 10 ans après, en fait. Et donc, il y a un travail photographique qui a aussi une perspective historique intéressante. Et je me dis que pour alimenter la réflexion, c'était juste intéressant de les mentionner. Voilà. Ouais. Et ça me fait penser à un autre photographe dont j'ai oublié le nom, mais Rancière écrit un truc très beau là-dessus. Je pense que c'est un lien au Rwanda, d'un gars qui a construit, un plasticien qui a construit des boîtes en réalité dans lesquelles se trouve une photographie, qui sont des boîtes noires que le spectateur ne voit pas, donc des photographies à quoi il n'a pas accès, de gens qui ont été victimes du génocide, et sur le couvercle, il y a la description, en fait, littéraire, langagière, du contenu de la boîte qu'on ne voit pas. Et là aussi, c'est un dispositif qui est intéressant sur le jeu de présence-absence et de... Oui. Et le travail d'Eva Leithoff, c'est sur les lieux où il y a eu des meurtres racistes en Allemagne, en fait. Donc, c'est aussi ces lieux c'est des photographies, en fait, qui ne montrent rien, qu'un lieu banal, mais dans lequel s'est produit quelque chose. Et elle fait pareil aussi dans un travail qui s'appelle Postcard of Europe, qui photographie des lieux, en fait, comme Melilla, des lieux liés aux problèmes migratoires en Europe, en fait. Et donc là, on revient à la question de la migration dont parlait Agnès dans l'introduction. Voilà.